Bienvenue sur France 24 et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à ce rebondissement inattendu dans l'affaire Carlos Ghosn. Un de plus, la fuite vers le Liban de l'ex-patron de Renault qui était jusqu'ici assigné à résidence à Tokyo, au Japon. Il est arrivé dimanche à Beyrouth en toute discrétion. France 24 a été la première chaîne internationale à confirmer sa présence dès hier soir dans ce pays dont il a la nationalité. Beaucoup de questions encore ouvertes en cette mi-journée. Comment l'ex-mania devenu paria a-t-il pu rejoindre le Liban? Quelle sera la suite judiciaire? Quelle réaction au Japon? On va faire le point pendant toute la demi-heure qui vient. Nous irons à Beyrouth avec Zeina Antonios, au Japon, à Tokyo avec Constantin Simon, à Boulogne, près de Paris, devant le siège de Renault avec James André et Julien Sauvager. Et puis avec moi sur ce plateau, vous la voyez, Line Rifaï, bien sûr, qui connaît très bien ce dossier. Bonjour Line. Et puis mon invité Jean-Yves Collin. Bonjour à vous. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes expert Asie au Asia Center. On se retournera vers vous dans un instant. Il n'a pas fui la justice, il a échappé à l'injustice. C'est avec ces mots que Carlos Ghosn explique dans un communiqué diffusé par ses proches ces dernières heures la raison de sa fuite vers le Liban. C'est évidemment l'information de la journée et de cette fin d'année. L'ex-patron de Renault Nissan a quitté le Japon où il était assigné à résidence sans autorisation pour le Liban où il est arrivé dimanche. Les circonstances de son départ et de son arrivée sont encore assez floues. On va tenter d'en savoir plus avec vous, Constantin Simon, depuis Tokyo. Vous êtes notre correspondant au Japon. Bonjour Constantin. Parmi les propos assez saisissants de ces dernières heures, en tout cas ceux qu'on retient, il y a ceux de l'un des avocats japonais de Carlos Ghosn. C'est un ténor du barreau japonais. C'est celui qui avait les passeports de l'ex-patron de Renault et qui s'est dit abasourdi par cette affaire. Tout à fait. Il affirme avoir appris le départ, la fuite, l'évasion de Carlos Ghosn en fait à la télévision. Et il a jugé le comportement de son client absolument inacceptable. Alors peut-être fait-il cela pour se dédouaner, mais en tout cas c'est lui qui a eu les mots les plus durs contre Carlos Ghosn. Mais évidemment, cela révèle bien que l'ensemble du monde judiciaire japonais, du système judiciaire japonais, est ébranlé par cette affaire. Il y a aussi évidemment les juges japonais, ceux qui avaient autorisé la mise en liberté sous caution de Carlos Ghosn en avril dernier. Ils doivent s'en mordre les doigts. Et puis évidemment aussi humiliation pour le parquet de Tokyo, ce bureau très puissant qui avait dépêché énormément d'hommes et de moyens depuis le début de cette affaire. Il y avait une surveillance constante de Carlos Ghosn. Il disait être suivi par des hommes en civil, sans doute travaillant pour le parquet de Tokyo. À chacun de ses déplacements, il y avait un policier qui l'accompagnait, il y avait une caméra devant sa maison. Donc voilà, c'est le mystère total. Comment a-t-il réussi à déjouer cette surveillance? Avec quel passeport a-t-il pu partir puisque, comme vous le disiez, eh bien, ces 3 passeports étaient retenus par son avocat japonais. C'était une des règles imposées pour sa mise en liberté sous caution. Voilà, la télévision libanaise donne cette information selon laquelle Carlos Ghosn aurait utilisé un passeport français. On y reviendra. Constantin, vous restez avec nous. Justement, on va écouter les quelques réactions obtenues ces dernières minutes à Tokyo après qu'a été rendue publique l'annonce du départ de Carlos Ghosn. Et puis on retourne retrouver Constantin dans un instant. Ça donne l'impression que Carlos Ghosn s'est échappé alors que les faits ont été commis au Japon. C'est quelque chose que les gens riches et puissants peuvent se permettre. J'ai vu quelques reportages dans les médias, mais je n'ai pas tout compris. Mais je pense qu'il s'est enfui parce qu'il a fait quelque chose. Au final, celui qui s'échappe gagne. J'envie les gens avec de l'argent. Voilà, Constantin, depuis ce tournage, la nuit est tombée à Tokyo. Un départ sous forme d'aveu de culpabilité pour beaucoup de Japonais? Oui, alors le sentiment premier ici à Tokyo, c'est la stupéfaction. Les Japonais, le monde entier non plus, mais je veux dire encore moins les Japonais qui sont assez légalistes. Et voilà, personne ne s'attendait à ce départ surprise. Alors est-ce que cela prouve qu'il est coupable? Pour le moment, je pense que les Japonais ne savent pas trop quoi dire, pas trop quoi faire. Ils sont assez perplexes. Même les autorités, le ministère de la Justice a simplement confirmé que la résidence, les conditions de la résidence de Carlos Ghosn n'avaient pas
changé et que donc il s'agit bien d'une rupture de l'accord que Carlos Ghosn avait signé, hein, parce que oui, Carlos Ghosn affirme en effet qu'il ne quitte pas la justice, ne veut pas échapper à la justice mais à l'injustice. En tout cas, selon la loi japonaise, il n'a pas respecté les conditions qu'il avait signées en avril dernier et qui lui imposaient de rester sur le territoire japonais pendant toute la phase préliminaire au procès, puis pendant tout le procès qui devait commencer en avril prochain. Constantin Simon depuis Tokyo au Japon. Merci beaucoup Constantin. Évidemment, on vous retrouvera tout au long de la soirée pour vous côté japonais. Jean-Yves Collin donc avec moi sur ce plateau. Rebonjour à vous. Vous êtes expert Asie au Asia Center. Constantin le disait à l'instant, ce départ inattendu de Carlos Ghosn, c'est un camouflet pour la justice japonaise ? Ah oui, tout à fait. Et je pense que ce matin, ou plutôt cet après-midi à Tokyo, il doit y avoir des oreilles qui sifflent du bureau du Premier ministre jusqu'au siège de la police de Tokyo et au sein du procureur du procureur de Tokyo. Car on a l'impression d'une certaine incompétence à surveiller Carlos Ghosn. Donc ce qui explique la stupéfaction que souligne votre correspondant et qui, je pense, va être considéré à la fin comme un aveu de culpabilité à la fois par le monde politique, le monde judiciaire, le procureur, les avocats et l'opinion publique et le citoyen ordinaire qui a été interviewé dans la rue. Depuis qu'il a été arrêté il y a un peu plus d'un an à sa descente d'avion à Tokyo, Carlos Ghosn n'a fait que dénoncer non seulement une procédure à charge contre lui, mais aussi des conditions d'incarcération qu'il trouvait trop dures. Est-ce que c'est un discours qui est entendable d'un point de vue japonais ou asiatique ? Alors, je pense que la procédure au Japon, et c'est quasiment la même procédure en Corée du Sud, est ce qu'elle est, si j'ose dire, comme la procédure française est ce qu'elle est. Donc pour l'opinion publique japonaise, il a été mis en examen dans des conditions normales, et pour certains même dans des conditions relativement favorables, contrairement à l'image qu'on peut avoir en Europe ou aux États-Unis. Donc je pense que pour les Japonais, il a finalement été traité d'une manière un petit peu mieux que la moyenne, si vous me permettez cette expression. Donc ce qui se passe ne va pas améliorer son image de marque au Japon. C'est pas la fin pour autant de la procédure Non, je pense que c'est pas la fin de la procédure, mais la ligne de défense de ses avocats à Tokyo va être extrêmement difficile. La réaction de son avocat était d'ailleurs tout à fait intéressante à ce point de vue-là, et je l'ai entendu tout à l'heure un petit peu, au moins le début de son texte en japonais. Ce n'était pas le japonais d'un avocat, c'était le japonais d'un citoyen ordinaire qui utilisait un vocabulaire simple pour expliquer sa stupéfaction, son état d'étonnement et sa non-compréhension de la situation. Merci beaucoup Jean-Yves Collin. Vous restez avec nous, on va vous retrouver tout au long de cette édition spéciale. Nous étions à Tokyo, on est passé par le plateau ici à Paris. On va prendre la direction de Beyrouth. À présent, on retrouve notre correspondante sur place, Zeina Antonios. Bonjour Zeina. Évidemment, la question qu'on se pose à la mi-journée au Liban, tout comme ici à Paris, c'est où se trouve à l'heure où l'on se parle Carlos Ghosn ? Depuis que Carlos Ghosn est rentré à Beyrouth, aucune information n'a vraiment filtré sur le lieu où il se trouve. On sait qu'il possède une maison dans le centre-ville de Beyrouth, mais il faut préciser qu'il n'y a pas vraiment eu de réaction officielle de la part de l'État libanais, qu'elle soit favorable ou défavorable par rapport à Carlos Ghosn. Il y a juste eu des informations selon lesquelles Carlos Ghosn serait rentré au Liban avec un passeport français et en utilisant une carte d'identité libanaise. Donc, il serait entré au Liban selon les autorités de manière tout à fait légale. Donc, le flou entoure toujours la façon dont il a pu se rendre du Japon vers la Turquie, parce qu'on sait aussi qu'après, il a transité par la Turquie pour rentrer à Beyrouth. Donc, pas d'informations pour l'heure sur le lieu où il se trouve, pas de réaction officielle. Par contre, il y a beaucoup de réactions qu'on retrouve sur les réseaux sociaux depuis que cette information a filtré. Les avis sont partagés.
Certaines personnes dénoncent le retour au Liban de quelqu'un qu'ils considèrent comme étant corrompu, notamment dans le cadre dans lequel on se trouve aujourd'hui au Liban, avec toutes les manifestations qu'il y a eu contre la corruption. Certaines personnes disent un corrompu de plus dans le pays. D'autres personnes le soutiennent, pensent qu'il est innocent jusqu'à preuve du contraire. D'autres personnes également appellent à ce qu'il soit nommé ministre, puisqu'on est aujourd'hui dans une phase de concertation pour la formation d'un nouveau gouvernement. Donc des avis très partagés au Liban par rapport à Carlos Ghosn. On craint évidemment aussi l'incident diplomatique entre le Liban et le Japon. L'ambassade du Japon à Beyrouth est injoignable pour l'heure. Il n'y a pas eu de déclaration officielle de l'ambassade du Japon. On sait enfin que Carlos Ghosn prévoit de s'exprimer lors d'une conférence de presse dans les jours à venir. Zeina Antonios à Beyrouth, merci beaucoup Zeina. Zeina le disait à l'instant, pas de réaction officielle côté libanais et pour cause. En ce moment, Zeina, il le rappelait, la situation politique est extrêmement compliquée au Liban. En revanche, l'information de l'arrivée dans ce pays dont, on le rappelle, Carlos Ghosn a la nationalité, a bien sûr été commentée dans la rue. Écoutez ces quelques réactions de Libanais. Il est le bienvenu dans son pays, je ne peux rien dire de plus. Moi, je l'ai croisé 2 ou 3 fois. Je ne le connais pas très bien. C'est quelqu'un de très respectable. Il n'y a aucun reproche à lui faire. Et nous pensons qu'il respectera la décision de la justice en fin de compte. Lynn Rifaï, vous êtes avec nous sur ce plateau. Bonjour Lynn. Bonjour Pauline. Vous êtes notre spécialiste économie, bien sûr. On a longtemps et souvent, vous et moi, parlé sur ce plateau de cette affaire Carlos Ghosn depuis l'arrestation de son ex-patron, de l'ex-patron de Renault il y a un peu plus d'un an. On entendait à l'instant cette Libanaise dire il est le bienvenu dans son pays. Pourquoi avoir choisi le Liban pour cette fuite ? Alors pourquoi l'avoir choisi sur le plan judiciaire, je ne peux pas vous répondre. Il y a peut-être des raisons, mais en tout cas, jusqu'à récemment, parce que tout à l'heure, Zeina Antonios, notre correspondante à Beyrouth, évoquait des avis partagés, mais jusqu'à récemment, en tout cas, il y avait un mouvement de soutien global à Carlos Ghosn. On l'a vu en particulier après son arrestation, dans les semaines, dans les mois qui ont suivi. Carlos Ghosn, qui possède donc la nationalité libanaise, avait bénéficié d'une campagne de soutien dans le pays, des panneaux publicitaires qu'il soutenait dans Beyrouth, également campagne de soutien sur les réseaux sociaux, même une pétition pour le soutenir. Alors, Carlos Ghosn, rappelons-le, non seulement il possède un passeport libanais, mais aussi il a fait ses études au Liban avant de venir poursuivre ses études supérieures en France. Et comme d'autres Libanais qui sont arrivés donc, à des postes de haute responsabilité un peu partout dans le monde, il a cette image du Libanais qui réussit à l'étranger. Ces success stories, ces histoires de réussite qui sont reprises par la presse libanaise et qui font un peu la fierté d'un pays qui, rappelons-le, exporte surtout son capital humain. Merci beaucoup Lynn. On va continuer évidemment à commenter ce départ inattendu de Carlos Ghosn. Carlos Ghosn arrêté donc en novembre 2018 à son arrivée à Tokyo, on le disait tout à l'heure, poursuivi pour malversation financière. Le magnat déchu de l'automobile aura passé un peu plus de 3 mois derrière les barreaux, puis libéré au printemps dernier sous caution. Il vivait donc en résidence surveillée, c'est-à-dire qu'il avait le droit de circuler à l'intérieur du Japon, mais pas celui de quitter le pays. Il n'a eu de cesse, et on le disait tout à l'heure, de dénoncer une procédure à charge de la part de la justice nippone. Son procès, jusqu'à preuve du contraire, est maintenu et il est censé se tenir au printemps 2020. Le rappel de cette affaire qui ressemble de plus en plus à un scénario d'affaires policières avec Noémie Roche. C'est dans cette maison beyrouthine, protégée par plusieurs gardes, que se trouverait actuellement Carlos Ghosn. L'ancien PDG de Renault-Nissan aurait rejoint son pays d'origine lundi matin à bord d'un jet privé en provenance de Turquie. Voici le communiqué qu'il a publié ce mardi. Je suis à présent au Liban. Je ne suis plus l'otage d'un système judiciaire japonais partial où prévaut la présomption de culpabilité. Je n'ai pas fui la justice. Je me suis libéré de l'injustice. Arrêté en novembre 2018 et mis en examen pour malversation financière, l'homme d'affaires était assigné à résidence à Tokyo depuis sa libération sous caution en avril. Les circonstances de l'évasion sont encore floues. Il ne pouvait s'éloigner plus de 2 nuits de Tokyo sans l'accord du procureur.
Tout voyage à l'étranger était bien sûr interdit et sa résidence surveillée en permanence par des caméras. Ce mardi, la surprise est grande pour son avocat japonais qui affirme détenir tous les passeports de Carlos Ghosn et l'avoir rencontré la semaine dernière pour préparer son procès prévu au printemps 2020. Je suis abasourdi. Bien sûr que c'est inexcusable, puisque c'est une violation des conditions de sa libération sous caution au regard de la loi japonaise. Mais de là à dire que je ne comprends pas l'envie d'agir ainsi, c'est une autre histoire. Une fuite qui sonne comme un aveu de culpabilité au Japon. Carlos Ghosn est toujours sous le coup de 4 inculpations. Il encourt jusqu'à 15 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. Mais pas sûr que l'homme d'affaires affronte encore la justice japonaise. Le Liban n'a aucun accord d'extradition avec le Japon. Voilà, le Liban, disait non pas Noémie Roche, mais Florence Gaillard, n'a pas d'accord d'extradition avec le Japon. Jean-Yves Collin, je me retourne vers vous. Oui. Je rappelle que vous êtes expert Asie au Asia Center. Ce qu'il faut bien comprendre dans cette affaire Ghosn, et on le voit en suivant le parcours de cet homme de la France à Tokyo, au Liban maintenant, c'est qu'elle a des ramifications géopolitiques bien plus larges que celles du Liban ou du Japon. Oui, exactement. D'abord, pour compléter ce que disait... Lynn, de son côté, il y a même eu des rumeurs selon lesquelles Carlos Ghosn envisageait une carrière politique au Liban, de ministre, de président. Je passe sur cette rumeur simplement pour indiquer que je pense que le Japon va maintenant exercer des pressions sur le Liban, directement bien entendu, mais pas simplement directement. Le Liban a un certain nombre d'amis. La France en est a été considérée longtemps comme un protecteur du Liban, mais il y a aussi l'Arabie Saoudite, qui était un des principaux pourvoyeurs de pétrole du Japon, et également l'Iran, avec lequel le Japon entretient des relations, disons, courtoises. Et d'ailleurs, un haut représentant du Liban, le Premier ministre de l'Iran, le Premier ministre était à Tokyo il y a quelques jours. Donc je pense que ce sujet va faire l'objet d'une intense pression diplomatique. D'autre part, il faut aussi se rappeler que M. Ghosn connaît des actions judiciaires en France qui sont différentes de celles du Japon. Je ne sais pas très bien quelle est la relation juridique existante entre le Liban et la France en termes d'extradition ou d'absence d'extradition, mais il est probable que le Japon utilisera aussi cette possibilité. Effectivement, alors on le disait, il y a eu pas de réaction officielle du côté du Japon, pas non plus côté libanais. En revanche, en France, et j'espère qu'on va pouvoir l'entendre, il y a eu une réaction, celle de la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie qui s'appelle Agnès Pannier-Runacher. Situation compliquée que celle du gouvernement français. Effectivement, dans ce pays où Carlos Ghosn a été pendant longtemps l'un des grands patrons dont la réussite était vantée évidemment. On va écouter ce qu'elle disait il y a quelques instants chez nos confrères de France Info, me semble-t-il. La réaction, elle est double. C'est d'abord de dire que M. Carlos Ghosn n'est pas au-dessus des lois japonaises comme des lois françaises, et par ailleurs qu'il a la nationalité française et qu'à ce titre, nous lui devons un soutien consulaire comme à tous les Français. Donc M. Carlos Ghosn est un citoyen français comme les autres, il doit respecter les lois. Et il a la possibilité de s'appuyer sur le soutien consulaire dans n'importe quelle circonstance. Voilà, Agnès Pannier-Runacher, Jean-Yves Collin, vous l'avez entendu, il n'est pas au-dessus des lois, pour autant il aura le soutien consulaire de la France. Oui, mais c'est ce qu'il avait déjà, si je veux dire, quand il était à Tokyo, dans la mesure où l'ambassadeur de France l'a régulièrement visité, d'ailleurs, comme les ambassadeurs du Liban et du Brésil. Donc ce soutien consulaire existait, il se poursuit, c'est naturel, mais ça n'empêche pas non plus les actions judiciaires entre le Japon et la France que je mentionnais précédemment. Alors on va aller un peu plus loin, on va continuer notre tour d'horizon un peu plus loin que le studio de France 24, on va aller du côté de Boulogne-Billancourt, c'est pas très loin d'ici, devant le siège historique de Renault, retrouver Julien Sauvager. Bonjour Julien, vous êtes sur place avec James André, notamment pour France 24.
Carlos Ghosn, évidemment, sera l'un de ceux qui comptent dans l'histoire de ce groupe automobile lié à l'industrie française. Il a sa patte, sa marque imprimée dans l'histoire de Renault. Quelle réaction parmi ceux que vous avez pu croiser sur ce nouveau rebondissement qui fait effectivement penser à un scénario d'affaires policières? Alors écoutez, ici pas grand monde aujourd'hui, nous sommes le 31 décembre, le siège est quasiment vide, mais c'est indéniablement un Carlos Ghosn qui a marqué évidemment l'histoire de l'entreprise Renault. Il rentre en 1996 au sein de l'entreprise, c'est en 1999 lui qui est aux manettes pour faire le mariage, l'alliance avec Nissan. En 2009, il devient le PDG du groupe et là c'est l'ascension fulgurante d'un simple constructeur national. Tout d'un coup, Renault et Nissan deviennent le premier constructeur mondial. Renault-Nissan, c'est 10 millions de voitures vendues dans le monde. Jusqu'en 2018, là, c'est au sommet de sa réussite que Carlos Ghosn est arrêté au Japon. Et là, les ennuis commencent aussi pour les entreprises. Nissan, en fait, est en difficulté financière. Il a des problèmes à vendre ses voitures. Cela impacte évidemment aussi Renault, de par ce mariage. Renault, dont les actions étaient cotées à 100 € en 2018. Aujourd'hui, elle n'en vaut plus qu'une quarantaine. Vous voyez un petit peu la chute spectaculaire. Et puis, bien sûr, depuis cette chute de Carlos Ghosn, même si les problèmes industriels ne sont peut-être pas liés à son départ de l'entreprise, mais il y a eu, en tout cas depuis, une valse des dirigeants. Et tout ça a provoqué beaucoup d'instabilité entre les deux entreprises, qui fait qu'aujourd'hui, si l'on veut réussir à ce que Renault et Nissan puissent retrouver leur place de numéro 1, ils vont devoir se concentrer en fait pour retisser ces liens notamment de confiance entre les deux dirigeants, entre les deux entreprises, afin de pouvoir reprendre donc cette place de numéro 1 mondial. Julien Sauvager, depuis Boulogne, devant le siège de Renault. Merci beaucoup, Julien. Lynn, je me retourne vers vous. Julien le disait à l'instant, les problèmes du groupe depuis un an, ne sont pas la conséquence directe de l'arrestation de Carlos Ghosn. En revanche, effectivement, ils sont concomitants. Oui, ils sont concomitants et cette situation s'est aggravée. Alors, il y a d'abord un contexte économique mondial qui est un ralentissement net du marché automobile mondial. Parallèlement, il y avait déjà des difficultés sous-jacentes entre Renault et Nissan qui sont apparu au grand jour après l'arrestation de Carlos Ghosn. Et puis, un peu plus d'un an après son arrestation, on a vu, par exemple, l'action de Renault, tout comme celle de Nissan, perdre près de 30% de leur valeur en bourse. Le chiffre d'affaires de Renault devrait cette année donc terminer l'année sur un recul de 3 à 4%. Parallèlement, Nissan, en 2019, devrait connaître sa pire année depuis la crise économique de 2009. On le comprend, un contexte difficile et comme Julien le soulignait, cela a eu un impact sur les ventes. Donc un contexte mondial aggravé par des difficultés dans l'entreprise. Les ventes ont reculé et le groupe, plutôt l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, qui était donc première au niveau mondial, a été rétrogradée à la 3e place au premier semestre de cette année, derrière Volkswagen et derrière le groupe japonais Toyota. Une tendance qui devrait se confirmer pour l'ensemble de l'année 2019. Et puis, si on peut dire aussi quelques mots de la gouvernance du groupe qui a aussi évolué au cours de cette année, puisque donc Carlos Ghosn a été progressivement démis de ses fonctions au sein de Renault, Nissan et Mitsubishi. Il y a eu donc au niveau japonais d'abord Hiroto Saikawa qui a repris ses fonctions, mais qui a dû lui aussi donc quitter ses fonctions au cours du dernier trimestre de cette année. Lui aussi impliqué dans une affaire de rémunération supérieure à ce à quoi il avait droit. Difficulté aussi de gouvernance au sein de Renault. Carlos Ghosn qui avait été remplacé par un tandem constitué par Jean-Dominique Sénard et Thierry Bolloré. Et puis, on le rappelle, c'est Thierry Bolloré qui a aussi dû quitter ses fonctions récemment. Donc là, on est dans un mouvement de réorganisation aujourd'hui de la direction de ces deux groupes. Et puis aussi, cette alliance qui doit chercher aujourd'hui aussi de nouvelles synergies, de nouvelles manières de s'entendre pour retrouver sans doute sa position de leader mondial sur un marché automobile qui rencontre de plus en plus de difficultés dans un contexte, rappelons-le, de ralentissement économique mondial, de guerre commerciale qui était donc assez présente au cours de l'année écoulée. Tout cela a eu un impact sur un marché et a aggravé les difficultés d'une alliance qui déjà rencontrait des difficultés de gouvernance en interne.
Merci beaucoup, Lynn. Effectivement, cette arrestation de Carlos Ghosn il y a un an et puis les affaires judiciaires qui s'en sont suivies n'ont pas causé, évidemment, les pertes que vous évoquiez chez Renault, mais en tout cas, ont mis en avant ces divisions internes et les ont révélées au grand jour. Jean-Yves Collin, je me retourne vers vous. Je sais que vous n'êtes évidemment pas expert en automobile, mais Renault, c'est évidemment un fleuron de l'industrie française qui non seulement est en difficulté, là, Lynn venait d'en parler, mais qui connaît aussi donc cette figure de Carlos Ghosn qui était auréolé d'un succès, de celui qui a réussi en toute chose et avec une chute prodigieuse comme l'histoire en fait assez rarement finalement. Oui, mais je crois que d'une certaine façon, le problème aujourd'hui n'est pas pour l'alliance Renault-Nissan un problème Carlos Ghosn. D'une certaine façon, la page a été tournée. Certains peuvent considérer que le gouvernement français n'a pas toujours été d'un soutien total vis-à-vis de Carlos Ghosn. Enfin, en tout cas, c'est un sujet de discussion. Je pense que le problème maintenant, c'est pour les deux entreprises de retrouver un terrain d'entente entre des directions générales, des gouvernances qui sont en devenir, puisque Thierry Bolloré est parti, son successeur n'a pas encore été désigné et qu'on a appris il y a peut-être 2 semaines qu'un des 3 ou 4 dirigeants de Nissan venait lui-même de partir. Sur fond quand même d'accusations de trahison. Non, je ne parle pas de M. Saikawa, je parle d'un autre qui faisait partie des potentiels successeurs à justement M. Saikawa et qui a préféré quitter Nissan pour prendre la tête d'une entreprise, je dirais japonaise, nippo-japonaise en quelque sorte. Donc on a 2 entreprises avec des gouvernances instables, en devenir, et c'est surtout ce problème-là qui compte. Et bien sûr avec les problèmes industriels qu'a souligné Lynn. Merci beaucoup Jean-Yves Collin d'être venu nous apporter votre éclairage. Donc je rappelle que vous êtes expert Asie au Asia Center. Merci d'avoir commenté avec nous les quelques informations que nous avons donc sur la situation et l'endroit où se trouve Carlos Ghosn, en tout cas à Beyrouth a priori. Aurélia Abdelbost est avec nous sur ce plateau. Bonjour Aurélia. Bonjour. Et bienvenue dans cette édition spéciale. Aurélia, vous avez jeté un coup d'œil du côté des réseaux sociaux. On en parlait avec notre correspondante à Beyrouth tout à l'heure, Zeina Antonios. Évidemment, cette information a fait le tour des réseaux sociaux. Elle est très commentée, elle est aussi très détournée. Oui, Carlos Ghosn est omniprésent sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Donc on a le hashtag Carlos Ghosn, Liban, Japon, donc tout ça remonte en top tendance. En France, c'est dès hier soir que l'effervescence a commencé. Évidemment, l'annonce a suscité beaucoup de surprises et même de la stupéfaction. L'un de nos abonnés Twitter commente une évasion incroyable, pourvu que l'on sache comment il a monté ce plan de dingue. Beaucoup de questions se posent, d'autant que son avocat affirme avoir en sa possession les passeports de son client. Il s'est même lui-même dit abasourdi, donc c'est un sentiment qui est partagé, il y a de la curiosité. Et il y a un autre sentiment aussi qui émerge, c'est l'indignation. L'un de nos internautes commente « Il fuit ses responsabilités ». Donc voilà, il y a des personnes qui ont l'impression qu'il a pu se soustraire à la justice grâce à sa fortune. Voilà, cet avis partagé, on le retrouve aussi côté Liban. Donc le hashtag Carlos Ghosn existe en arabe, il est en top tweet depuis plusieurs heures et on a quand même des réactions assez positives aussi, des personnes qui lui souhaitent la bienvenue. Comme disait notre correspondante, il y a une pétition qui circule pour le soutenir et aussi il y en a même qui vont jusqu'à l'imaginer Premier ministre. Voilà, donc avec humour, l'humour évidemment les internautes n'en manquent pas. Jamais. Et voilà, et donc son nom de famille à Carlos Ghosn est l'objet de nombreux jeux de mots, surtout en anglais donc. Et par exemple, donc The Show Must Go On se transforme en The Show Must Go On. Voilà, donc nous aussi on attend les prochains rebondissements dans cette affaire. Merci beaucoup Aurélia et on continuera à suivre ce qui se dit du côté des réseaux sociaux. Voilà ce que l'on pouvait dire à cette heure sur cette affaire Carlos Ghosn. Évidemment, on en reparlera. On le disait, l'ex-patron de Renault promet une conférence de presse pour les jours à venir. On suivra évidemment de très près ce qui s'en dira. Voilà, restez avec nous sur France 24, l'info continue.